question de euh, comment est-ce que le secteur privé peut s'intéresser et développer des activités, des portefeuilles immobiliers dans un domaine qui jusqu'à présent n'était pas très attirant pour les investisseurs, mais qui le devient et qui, surtout par caractéristique assez singulière, après Inclusio, un autre opérateur un peu, pas tout à fait les mêmes, enfin grosso modo, s'intéresse au logement locatif. Et donc, c'est un petit peu ces questions-là qui nous ont mis la puce à l'oreille en se disant, OK, la forme que vous avez empruntée, tu le développeras, le fonds d'investissement immobilier spécialisé, avec des partenaires qui sont assez connus, Belfius, Finance Invest, Colruyt, la famille Hupin, etc., sont quand même quelque chose, un essor assez significatif, et l'alliance avec l'investisseur gantois, Riviv, est vraiment aussi quelque chose qui est assez singulier. Alors, je ne vais pas continuer mon explication, mon introduction. Je pense que le mieux, c'est que tu prennes la parole, Jean-Baptiste, et que tu nous fasses peut-être d'abord un petit tour d'horizon d'où est née cette initiative, comment est-ce qu'elle se développe, où vous en êtes aujourd'hui, parce qu'on a besoin, nous, comme je dirais urbanistes et tous les métiers connexes, aussi de comprendre des mécanismes, mais aussi de les visualiser si possible. Voilà, je te laisse la parole. Oui, génial. Merci beaucoup. Merci Paul de cette introduction. Ce que je propose comme programme, comment on est entre nous, finalement, on va faire ça très cool. On va faire ça de manière assez informelle. Et donc, moi, je propose, je déteste parler de moi, mais je vais quand même vous dire en 3 mots ce que j'ai fait et pourquoi finalement on a lancé ce projet de Vicinity. Et puis, je vais un petit peu vous parler rapidement des constats de marché que nous avons faits, qui sont finalement la base sur laquelle nous avons lancé Vicinity. Et puis, je terminerai en vous disant qui est Vicinity et ce que nous faisons ou ce que nous avons, avec beaucoup d'humilité, le projet et l'objectif de faire dans les mois et surtout les années à venir. Voilà, ça c'était un petit peu le plan auquel je pensais. Normalement, en 10-15 minutes, on devrait pouvoir avoir fait un petit tour. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir surtout avoir des éventuelles questions, avis, et qu'on puisse réfléchir ensemble à cette problématique finalement d'accessibilité au logement qui nous touche tous. Parce que aujourd'hui, et c'est vraiment sur cette base que moi je travaille depuis un certain temps, et j'ai déjà pu en causer avec certains, j'ai utilisé le mot causerie, donc je me permets de le reprendre, j'ai déjà pu en causer avec certains d'entre vous là, que je vois, dont Benoît Perrieux entre autres. Aujourd'hui, on a, et pas uniquement en Belgique, un vrai problème d'accessibilité au logement, alors même que le logement est le premier ou le deuxième critère d'intégration. Et donc, c'est une problématique sur laquelle j'ai travaillé, nous avons travaillé et on a réfléchi. Effectivement, on essaie toujours d'y amener des solutions. Pas la solution, parce que c'est une problématique qui est extrêmement grave, extrêmement large. Donc, qui sommes-nous et qui suis-je pour me permettre de dire qu'on amène la solution? Nous, on essaye à notre petit niveau d'amener une partie de la solution à cette problématique qui est quand même très large, comme vous le savez tous. Alors, moi, qui suis-je en 3 mots? Moi, je suis à la base de formation économiste. Ensuite, j'ai travaillé dans une institution financière à Paris et à Londres pendant quelques années dans l'immobilier. De grands fonds de pension, on investissait dans l'immobilier en Europe. Et puis, j'ai rapidement rejoint à l'époque la Banque de Grove, qui entre-temps, comme vous le savez, est devenue la Banque de Grove Petercam. Et j'y ai travaillé pendant 17 ans. Et j'y ai fait principalement 2 choses. Je me suis occupé de toutes les activités immobilières de la banque, pour compte de la banque, mais aussi et surtout pour compte de ses clients, privés et institutionnels. Et puis, je m'occupais aussi les dernières années de la banque d'affaires. Et donc, on s'occupait du financement des sociétés belges principalement, petites, moyennes et grandes dans certains cas, mais surtout on essayait de venir avec des solutions de financement alternatives pour l'économie et les sociétés familiales belges. Alors, mais mon premier amour a toujours été quand même l'immobilier. Tu l'as rappelé effectivement en parlant d'Inclusio. Cette problématique d'accessibilité au logement,
c'est une problématique qui, moi, m'a toujours interpellé. Et je vais me permettre, comme on est entre nous, de vous parler finalement de la base, de l'origine, pourquoi je me suis intéressé à cette problématique. Tout simplement, il y a une petite dizaine d'années, ma sœur et son mari, qui sont tous les deux médecins, à l'époque, ils habitaient à Washington. Et ma sœur, 6 mois avant de revenir, m'avait téléphoné pour me dire, tiens, j'aimerais bien, en fait, en vue de revenir en Belgique, m'acheter un logement avec notre famille et nous souhaitons nous installer à Bruxelles. Donc, comme elle savait que je travaillais un petit peu dans ce secteur de l'immobilier, elle se disait que j'étais certainement la bonne personne pour lui donner quelques idées. Et donc, je lui ai demandé quels étaient les moyens qu'elle avait à sa disposition pour acheter un logement. Et je me suis rendu compte que finalement, alors même qu'elle était plutôt dans, je dirais, le 8e, peut-être 9e décile au niveau des revenus, elle n'avait en fait accès à peu ou pas de logement. Et donc, il y avait un vrai effet ciseau, finalement, entre le revenu moyen de la population et les prix pratiqués dans l'immobilier. Alors, je vous parle il y a 10 ans, la problématique n'a fait que, en fait, s'amplifier ces dernières années. Et donc, c'est vrai qu'à la banque, j'ai eu l'occasion avec mes collègues de lancer quelques initiatives dans le logement. On a entre autres lancé le projet Belgian Land qui avait pour vocation d'acheter des terrains, développer du logement et tenter de mettre sur le marché des logements à l'acquisition pour la population moyenne. Pour être honnête, on a réussi moyennement parce qu'on s'est quand même retrouvé face à un marché ultra compétitif où finalement l'accessibilité au terrain posait un réel problème. Et donc, on a réussi à développer quelques projets, on a fait à peu près 1000 logements, mais on n'a finalement pas pu faire assez et on voulait faire plus. Voilà. Et on a lancé un second projet qui s'appelle Inclusio, qui a été introduit l'année dernière en bourse. Il lui avait pour vocation d'être un acteur privé qui amenait des capitaux à destination du logement social. Et là, nous avons eu l'occasion de lancer pas mal de projets où on développait des projets qu'on mettait à disposition d'entités publiques du style agence immobilière sociale, CPS et autres. On l'a fait avec un certain succès, ça marche plutôt pas mal. Et effectivement, était introduit en bourse il y a maintenant, je le disais, une petite année. Alors, il y a maintenant 1 an et demi, en décembre de l'année dernière, j'ai décidé de quitter mes fonctions exécutives au sein de la banque de Grove Petercam pour lancer un projet un peu fou, un projet entrepreneurial, qui est ce projet Vicinity dont Paul a gentiment parlé dans son introduction. J'ai passé des années extraordinaires à la banque, mais il me semblait qu'il était temps de moi-même prendre mon bâton de pèlerin et d'amener en direct une solution à cette problématique dont on a parlé d'accessibilité au logement. Alors, nous avons donc lancé il y a maintenant 8 mois, donc en décembre 2019. Donc, il nous a fallu 1 an entre la feuille de papier et le constat. Et le lancement opérationnel de Vicinity nous a fallu 1 an. Alors, vous savez que les derniers 12-18 mois n'ont pas été faciles parce que nous avons eu cette crise du Covid que nous avons tous connue. Et je me souviens que le 28 février, quand j'ai de manière effective quitté mes positions au sein de la banque, je me suis retrouvé à mon bureau tout seul à la maison. Et le 10 mars, quand j'ai dit à ma femme, je pense que je n'ai pas fait le bon choix, parce que finalement, j'avais plus de job et la situation était quand même assez particulière. Et donc, amener certaines incertitudes, certaines peurs. Au final, je peux vous dire que c'est un grand plaisir et une grande joie pour moi d'avoir lancé ce projet. C'est loin d'être encore un succès, mais je pense que compte tenu des personnes que nous avons avec nous autour de la table, nous avons un beau projet devant nous et je pense qu'on arrivera à en faire quelque chose de bon. Bon, ça, c'était pour, je dirais, Global Picture. Alors, sur quel constat nous nous sommes basés pour lancer ce projet Vicinity et que faisons-nous? Le premier constat, c'est que nous vivons dans une société où nos comportements sociologiques, nos modes de vie sont quand même en train de changer fondamentalement et nous pensons que ces changements auront un impact sur l'utilisation des espaces immobiliers. Et si l'utilisation des espaces immobiliers change, ça doit et ça devrait affecter les différentes classes d'actifs immobilières. Et nous, la classe d'actifs immobilière qui nous a intéressés, c'est l'immobilier résidentiel. Dans l'immobilier résidentiel, nous pensons qu'il va avoir une évolution extrêmement importante
à savoir que nous pensons que le marché va s'orienter de plus en plus vers un marché locatif. Donc pour le moment, la majorité des Belges sont plutôt propriétaires de leurs biens qu'ils habitent, donc c'est plutôt un marché acquisitif. Mais nous pensons que nous allons nous orienter de plus en plus vers un marché locatif. Pour deux raisons principales. Il y en a peut-être d'autres. La première, ce sont des raisons économiques. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat moyen d'un Belge, une famille aujourd'hui, il a en moyenne en Belgique à peu près 36 000 euros à disposition pour vivre annuellement. Si on ramène ça en capacité d'emprunt, pour faire très, très court, hein, on va emprunter 80% et on va mettre un apport en equity de 20%. Ça donne une capacité en fait d'acquisition immobilière si on amène donc ce 20% d'equity et ce 80% de dette qui n'est pas en plus garanti, ça va donner une capacité d'acquisition d'à peu près 200 000 euros. Aujourd'hui, quand on voit le prix moyen des logements en Belgique, c'est à peu près 235 000 euros, on voit qu'il y a un réel problème. Et ce problème est d'autant plus amplifié si nous entrons dans les villes comme Bruxelles et ou Anvers, où la problématique est la plus importante. Le deuxième constat, deuxième élément pour lequel nous pensons qu'on va vers un marché locatif, ce sont des raisons sociologiques. Aujourd'hui, nos modes de vie font que nous pensons que les gens ne souhaitent plus être propriétaires. Et cette flexibilité doit s'organiser tant au niveau professionnel qu'au niveau privé. Au niveau privé, les familles se composent, se recomposent, se décomposent, et ça amène les familles à avoir besoin de flexibilité. Et au niveau professionnel, même chose. Aujourd'hui, on a besoin de flexibilité. On peut travailler 3 ans à Liège, ensuite travailler 2 ans à Paris. Et on sait qu'aujourd'hui, on ne passe plus sa carrière dans une seule et unique société. On va évoluer de manière quand même importante. Et donc, nous pensons vraiment que ces deux éléments vont faire que le marché va s'orienter vers un marché locatif. Je donne quelques chiffres très précis. Aujourd'hui, à Bruxelles, vous avez 45% de propriétaires et vous avez 55% de locataires. Il y a 15 ans, ces chiffres étaient de 60-40. 60 de propriétaires et 40% de locataires. Donc, on voit qu'en 15 ans, il y a une tendance très forte pour aller effectivement vers ce marché locatif. Cette tendance se voit dans la plupart des grandes villes européennes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on s'oriente vers un marché locatif, nous pensons que l'immobilier résidentiel va devenir un produit de rendement. Et donc, si ça devient un produit de rendement, il va se professionnaliser et vous allez voir, à notre humble avis, bien évidemment, l'émergence de grands acteurs qui vont s'occuper de développer l'immobilier, mais aussi de le gérer. Et nous allons voir l'apparition de grands véhicules intégrés qui vont effectivement développer, mais je le répète, gérer aussi l'immobilier vraiment dans une approche intégrée. Et c'est ce qu'on constate déjà dans 3 pays européens. Il y a 3 pays aujourd'hui en Europe où il y a plus de locataires que de propriétaires. C'est l'Allemagne, la Suisse et la Hollande, où vous avez en fait majoritairement des locataires. En Allemagne, il y a à peu près aujourd'hui 60% de locataires pour 40% de propriétaires. Et effectivement, là-bas, nous avons vu, je vous donne quelques exemples de sociétés qui détiennent effectivement de l'immobilier, qui sont des acteurs professionnels. Vonovia ou Deutsche Wohnen sont des véhicules de ce type-là qui détiennent et qui gèrent de l'immobilier et qui le mettent à disposition d'un public qui va l'occuper, mais en tant que locataire et non propriétaire. Ça, c'est vraiment la base, je dirais, si vous voulez, de notre stratégie chez Vicinity, c'est de se dire il y a un vrai problème d'accessibilité au logement et on a un marché qui s'oriente vers un marché locatif. Par ailleurs, aujourd'hui, les 2 grands défis auxquels nous allons tous faire face, quel que soit le secteur dans lequel nous sommes, que ce soit dans le secteur bancaire, dans le secteur de la construction, dans le secteur de l'assurance, dans tous les secteurs, on va connaître 2 grands défis. Le premier, c'est la digitalisation. Et le deuxième défi, c'est la transition énergétique. Nous avons, avec de nouveau beaucoup d'humilité, l'ambition, dans le secteur qui nous occupe, à savoir l'immobilier résidentiel, d'apporter des réponses et des solutions à ces 2 grands défis que sont, je le répète, la transition énergétique et la
digitalisation. Alors, là, c'est de nouveau un grand constat. Maintenant, rentrons un tout petit peu dans le détail, si vous voulez bien, de Vicinity. Donc, Vicinity, son nom complet, c'est Vicinity Affordable Housing Fund. Comme Paul l'a très gentiment rappelé, nous sommes un véhicule sous forme de FIS. FIS, c'est le fonds d'investissement immobilier spécialisé. Nous sommes un véhicule qui est régulé par la commission bancaire et donc nous sommes encadrés et nous devons respecter toute une série de règles qui nous est imposée par un arrêté royal. Nous sommes l'équivalent en fait des CIR que sont, comme vous le savez tous, Cofinimo, Befimo, Edifica et autres, avec la différence que nous ne sommes pas cotés en bourse. Nous avons à peu près les mêmes contraintes, les mêmes spécifications, mais nous ne sommes pas cotés en bourse. Notre stratégie, c'est de détenir de l'immobilier dans une stratégie qu'on appelle buy and hold, c'est-à-dire qu'on va acheter pour garder. Très important, avec une approche vraiment long terme. Nous avons effectivement une stratégie qu'on appelle dans le vocable des fonds evergreen, c'est-à-dire que nous n'avons pas de durée de vie limitée. Notre véhicule, Vicinity, a une durée de vie illimitée. Donc, quand je ne serai plus là, quand les actionnaires éventuellement auront changé, auront évolué, cette société va continuer à vivre. Et ça, c'est très important pour nous parce que nous souhaitions vraiment être dans une approche où nous n'avions pas, en fait, un moment X où nous allions devoir vendre le patrimoine immobilier pour éventuellement capter de la plus-value. Nous ne sommes pas du tout dans une approche de vouloir capter de la plus-value à court terme. Nous avons vraiment une approche sur le moyen et sur le long terme. Alors, notre stratégie est d'investir dans des immeubles qui se trouvent dans les centres-villes. Ça, c'est très important pour nous. Nous pensons, à tort ou à raison, que les choses vont se passer dans les villes demain. Nous pensons qu'aujourd'hui, les gens habitent déjà majoritairement dans les villes, mais nous pensons que ça va encore s'amplifier dans les années à venir. Aujourd'hui, au niveau européen, il y a à peu près 80% des gens, un peu moins, c'est 78%, des gens qui vivent en fait dans les villes ou à proximité des villes. D'ici 2050, les prévisions au niveau européen montrent qu'à peu près 90% vivront dans les villes. Donc, nous pensons vraiment que c'est là que les choses vont se passer et c'est là que nous souhaitons nous agir, dans les villes de grande taille et dans les villes de moyenne taille. Alors, au niveau de la zone géographique, pour le moment, nous sommes présents exclusivement en Belgique, mais nous avons la volonté forte de nous développer à moyen terme dans les pays limitrophes à la Belgique dans un premier temps et dans un second temps dans des pays peut-être un peu plus lointains. L'Europe du Nord, par exemple, c'est une région qui nous intéresse, mais les choses évolueront éventuellement. Mais tout ça pour dire qu'on a une stratégie aujourd'hui d'être actif en Belgique, mais à terme, nous avons la volonté de nous déployer plutôt au niveau européen. Alors, nous sommes un modèle qui est totalement intégré, c'est-à-dire que nous faisons tout en interne. Nous achetons nos immeubles sur base de nos analyses, nous développons nos programmes en interne, nous ne prenons jamais de risque de permis, mais nous développons en interne nos projets sur base d'un cahier des charges extrêmement précis. J'y reviendrai dans un instant si vous le voulez bien. Et nous allons, une fois que les immeubles sont chez nous en portefeuille, nous allons les gérer intégralement chez nous. Donc, on est dans une approche, je le répète, totalement intégrée. Nous pensons que c'est la seule manière de faire de l'immobilier de manière efficace dans l'immobilier résidentiel, qui, comme vous le savez, est cette classe d'actifs qui est la moins volatile, qui est la plus résiliente, mais qui est aussi celle qui demande le plus de temps de gestion, et quand même très time consuming. Et donc, il est important pour nous vraiment d'être dans cette approche où nous faisons tout chez nous en interne. Alors, où est-ce que nous allons nous différencier? Parce que là, ce que j'ai mis sur la table, finalement, ça se rapproche assez bien de ce qu'un acteur, je dirais, dans l'immobilier résidentiel pourrait faire. Là où nous pensons pouvoir nous différencier, il y a 4 éléments principaux, si vous le voulez bien. Le premier, c'est sur les aspects écologiques. On a parlé de la transition énergétique. Nous, évidemment, aujourd'hui, c'est le grand sujet dont tout le monde parle. Nous avons vraiment la volonté, nous, et ce n'est pas de la communication, ça fait vraiment partie intégrante de notre ADN, c'est vraiment dans notre colonne vertébrale, c'est d'avoir une approche écologique très forte. Aujourd'hui, j'en parlerai dans un instant, tous nos immeubles sont des immeubles passifs.
2 de nos immeubles ont gagné le prix d'immeuble exemplaire de Bruxelles. Et nous avons à terme la volonté d'avoir des immeubles qui créent de l'énergie. Nous pensons vraiment fortement que la problématique en fait, d'accessibilité au logement va être accentuée dans les années à venir par rapport au fait que le prix des énergies va fortement augmenter. On l'a déjà vu cette année, il suffit de regarder le prix du gaz. Vous avez vu l'évolution du prix du gaz cette année en Belgique, c'est déjà important, mais nous pensons que ce n'est que le début. Alors pourquoi je dis ça? C'est que finalement, ce qui est important, ce n'est pas le niveau du loyer, ce qui est important, c'est le prix total de l'habitation. Et quand vous avez des logements qui consomment beaucoup d'énergie, forcément, le coût total de l'habitation est beaucoup plus important que le loyer. À Bruxelles aujourd'hui, 80% des immeubles datent d'avant 1981. Donc, ce sont des passoires énergétiques. Et donc, souvent, les charges peuvent représenter 10 à 15% en plus du loyer. Permettez-moi de vous donner un exemple. Alors, je vais donner évidemment mon meilleur exemple. Il faut un peu se vendre aussi, ce qui n'est pas du tout l'idée, mais c'est quand même très parlant ce que je vais vous dire. Un de nos immeubles qui se trouve à Schaerbeek, qui s'appelle l'immeuble Zenopgram, qui se trouve avenue Zenopgram à Schaerbeek. C'est un immeuble qui a gagné le prix d'immeuble exemplaire. C'est un immeuble qui a été fait totalement en économie circulaire. Cet immeuble, pour un appartement de 80 mètres carrés l'année dernière, la consommation énergie hors eau, c'est 6 euros par mois. C'est-à-dire, ce n'est pas rien du tout, 6 euros, mais c'est vraiment pas grand-chose. Ça ne représente même pas 1% du loyer. Et donc, tout ça pour dire que l'aspect écologique est fondamental. Le deuxième point sur lequel nous allons nous différencier, c'est l'accessibilité financière. Nous avons, on en a déjà beaucoup parlé, la volonté forte d'offrir du logement à la population moyenne. Nous avons fixé comme critère de nous proposer nos logements dans les villes où nous allons, si on regarde la courbe des revenus, du 4e au 7e décile. Ça, c'est vraiment notre cible, c'est vraiment la population moyenne. Pour vous donner un exemple, à Bruxelles, du 4e au 7e décile, ça fait des loyers compris entre à peu près 550 euros et 920 euros. Donc vraiment, je le répète, pour la population moyenne, en dessous du 4e décile, c'est du logement social, ce n'est pas notre métier. Il y a des acteurs publics et privés qui font ça beaucoup mieux que nous et ce n'est pas là notre cible. La troisième manière où nous allons nous différencier, c'est vraiment sur l'aspect digital. Nous avons aujourd'hui digitalisé l'ensemble du processus de relation avec nos locataires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos locataires ou nos candidats locataires vont rentrer en relation avec nous via notre plateforme informatique et tout l'onboarding de nos locataires va se faire via cette plateforme informatique. Évidemment, les visites peuvent se faire de manière physique, mais peuvent aussi se faire de manière virtuelle. Et jusqu'à la signature du bail, tout ça va se faire via notre plateforme informatique. Alors, l'idée n'est pas du tout d'éliminer la relation humaine, parce que nous avons dans nos équipes ce que nous appelons, nous, des community managers, parce que nous allons évidemment assurer des relations très proches avec nos locataires, mais nous souhaitons, pour les aspects, je dirais, opérationnels et pratiques, que tout ça se fasse via notre plateforme informatique. Donc, nous avons digitalisé une grande partie de la relation avec nos locataires. Et alors, la digitalisation se fait aussi à un second niveau, c'est que tous nos immeubles aujourd'hui sont des immeubles connectés au niveau des techniques. Donc, aujourd'hui, en temps réel, sur mon écran, je peux regarder ce qui se passe dans nos immeubles au niveau technique. S'il y a une panne, s'il y a une surconsommation, s'il y a un problème quel qu'il soit, tous nos immeubles au niveau de l'accessibilité sont accessibles via des clés électroniques et ça nous permet à nous de voir ce qui s'y passe, pas du tout pour contrôler, pour voir s'il y a un problème, mais de donner aussi accès à nos locataires de manière extrêmement simple. Si vous êtes à l'étranger et que vous devenez candidat locataire chez nous, au moment où vous signez le bail, vous allez recevoir sur l'application, en fait, sur votre smartphone, si vous en détenez un, sinon on vous donnera un badge, vous allez recevoir un lien qui va vous permettre de télécharger, en fait, une application qui va vous donner accès à la clé électronique. Et donc, quand vous allez arriver dans l'immeuble, vous allez passer votre iPhone ou téléphone, smartphone, pardon, pas faire de pub pour Apple, et vous allez avoir accès aux espaces communs et aux espaces privés de l'immeuble dans lequel vous habitez. Quatrième élément sur lequel nous allons nous différencier, c'est les aspects
loyer all-in. Nous avons, nous, un concept où nous proposons à nos locataires, en fait, un loyer all-in. Et ce loyer all-in, il comprend quoi? Un, accès au logement privé. C'est-à-dire que nos locataires ont un logement, studio, une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres, cinq chambres. Très important, je fais une parenthèse 2 secondes si vous me le permettez. Nous avons une volonté très forte que dans nos immeubles, il y ait une très grande mixité. Nous souhaitons avoir des familles, nous souhaitons avoir des célibataires, nous souhaitons avoir des jeunes, nous souhaitons avoir des personnes peut-être seniors. Nous souhaitons vraiment avoir une flexibilité très grande dans nos immeubles et c'est ce qui va en fait permettre qu'il y ait une grande cohésion dans nos immeubles. Et c'est ce qui va permettre d'avoir des communautés saines et inclusives dans nos immeubles. Et donc, c'est très important pour nous dans nos programmes d'avoir des appartements de tout type. Je le répète, studio, une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres. Et pas comme d'autres investisseurs, sans aucune critique, chacun sa stratégie, d'avoir que des petits appartements. Donc, accès, je le répète, à leur logement privé. 2, ils ont accès aux énergies. Nous allons gérer nous-mêmes l'énergie et c'est compris donc dans le loyer. Alors, il y a quelques garde-fous, bien évidemment, pour que les chauffages ne soient pas allumés en plein hiver avec les fenêtres ouvertes. Mais globalement, ça se passe remarquablement bien. 3, tous nos locataires ont accès à Internet via un Wi-Fi. Dans tous les immeubles, il y a un Wi-Fi commun, plus une backup line via une 4G. Et donc, dans tous nos immeubles, il y a accès à Internet gratuitement, c'est compris dans le loyer. Quatrièmement, et ça c'est très important, ça fait vraiment partie de notre ADN, dans tous nos immeubles, il y a entre 4 et 6% d'espaces communs. Ce sont des espaces qui sont accessibles en fait à nos locataires. Nous avons mutualisé certains espaces. Nous pensons que le fait de mutualiser certains espaces, c'est un avantage économique, parce que le fait de mutualiser, forcément, comme il y a plus de personnes sur un même espace, ça va permettre d'avoir des loyers en fait plus bas et avoir accès à des services, j'y reviens dans un instant, intéressant. Mais le fait de mutualiser, ça a aussi un aspect sociétal, ça va permettre aux gens de se croiser, de se voir, d'échanger. Et ça, c'est très important parce que nous avons vraiment la volonté forte que dans nos immeubles se créent des communautés. Je vous donne quelques exemples d'espaces communs. Dans tous nos immeubles, il y a une buanderie. Dans tous nos immeubles, ce sont donc des machines professionnelles de fabrication suisse, séchoirs et machines qui sont accessibles et qui sont là, accessibles via même chose, cette application. Tout se fait de manière électronique et ça fonctionne très bien. Alors, dans les appartements de plus de 2 chambres, il y a la possibilité d'avoir des machines communes. On a toutes les techniques qui le permettent parce que souvent, les familles avec enfants préfèrent avoir, en tout cas les mamans jeunes préfèrent avoir des machines personnelles. Mais donc, nous avons dans tous nos immeubles des espaces de buanderie. Dans tous nos immeubles, nous avons un grand espace commun dans lequel il y a une cuisine, dans lequel il y a une bibliothèque, dans lequel il y a un salon et dans lequel il y a évidemment des tables pour faire une réunion, pour faire un déjeuner. Et donc, par exemple, si vous voulez organiser votre anniversaire pour vos 20 meilleurs copains, vous pouvez le faire dans cet espace commun. Aujourd'hui, les gens, malheureusement, vivent dans des espaces quand même assez réduits. Là, ça leur permet, si vous voulez, même s'ils habitent un petit appartement je ne sais pas, 2 chambres, de pouvoir accueillir, par exemple, leurs amis pour un anniversaire. Troisième espace commun, dans tous nos immeubles, nous avons un espace de télétravail. Alors, évidemment, le Covid nous a fortement aidés et aujourd'hui, c'est un immense succès dans nos immeubles, mais nous avions déjà prévu ça, en fait, stratégiquement dans nos immeubles avant le Covid. Dans tous nos immeubles de plus de 50 appartements, nous avons une chambre d'amis. Si vous avez une tante qui vient des États-Unis, ou un copain, ou une amie, ou une famille, pas avec enfant parce que c'est une chambre double, vous avez la possibilité de réserver cette chambre d'amis, c'est compris dans votre loyer. La seule chose qui est payante, c'est qu'il faut payer le nettoyage de la chambre et le changement des draps, c'est 6 € chacun, donc c'est 12 €. Donc c'est vraiment accessible financièrement. Et enfin, je termine par là au niveau des espaces communs. Dans tous nos immeubles, nous avons nos jardins qui sont communs. Donc dans tous nos immeubles aujourd'hui, nous avons des jardins, petits, moyens et même très grands pour un de nos projets. Et ça, c'est aussi très important pour nous parce que quand moi je vais dans nos immeubles et que je vois les enfants courir, jouer au foot, les jeunes prendre un verre et tout dans ces jardins, c'est extraordinaire parce que de nouveau, ça crée cette communauté, cette ambiance inclusive dans nos immeubles. Et enfin, la cinquième chose qu'il y a dans le loyer all-in, qui n'est pas encore
aujourd'hui d'application, mais qui le sera en 2022, c'est que nous souhaitons offrir des services de mobilité partagés à nos locataires. Nous sommes en train de finaliser 2 partenariats, un premier avec un opérateur de voitures électriques. Donc, on va avoir à disposition de nos locataires demain des voitures électriques partagées dans nos immeubles. Et nous sommes en train de finaliser même chose, un partenariat avec un opérateur de vélo électrique. Et donc, il y aura demain dans nos immeubles la possibilité d'avoir accès à des solutions de mobilité partagées. Voilà. En quelques mots, ça c'est notre concept. Je vais atterrir doucement pour laisser la place aux questions. J'ai été un peu plus long que prévu et vous m'en pardonnerez. C'est peut-être la passion qui me fait vous dire un peu plus que ce que j'aurais voulu. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Nous avons effectivement la chance d'avoir quelques actionnaires intéressants et vraiment passionnés et passionnants à nos côtés. Moi, j'appelle ça du smart money, vraiment des gens auprès de nous qui sont bienveillants, mais qui viennent aussi nous aider à être moins mauvais. Nous avons effectivement des investisseurs institutionnels, des compagnies d'assurance, des banques, des fonds de pension, KBC et chez nous, Belfus est chez nous. Nous avons deuxième type d'investisseurs, des investisseurs publics, donc l'État fédéral a investi chez nous, la région bruxelloise a investi chez nous, et ensuite nous avons quelques familles, en effet, la famille Colreuil, par exemple, a investi chez nous. Nous avons acheté un premier portefeuille, il y a 14 immeubles que nous avons repris, et aujourd'hui, donc, nous accueillons chez nous à peu près 400 familles qui habitent ces immeubles. Nous avons un taux d'occupation aujourd'hui de 100%, et nous avons un pipeline d'à peu près 150 millions additionnels. Donc, fin de l'année, nous devrions avoir en portefeuille à peu près 200 millions à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Nous avons une équipe aujourd'hui de 12 personnes qui travaillent chez nous, mais comme vous l'avez compris, nous avons une volonté forte de nous développer et de pouvoir développer ces immeubles que moi j'appelle, et c'est vraiment le terme qui est le plus important pour moi, qui sont des immeubles que nous voulons positionner comme des immeubles inclusifs, où il fait bon vivre et où il y a vraiment, je le répète, des communautés qui peuvent se créer. Enfin, je termine par un élément qui est très important, c'est que nous redistribuons 1% de loyer à nos locataires chaque année, ce qui permet en fait à nos locataires de venir nous proposer des projets de développement commun. Et je vous donne un exemple, si vous le voulez bien, qu'on a fait cette année pour une de nos communautés dans un de nos immeubles. C'est un immeuble qui se trouve rue Picard, derrière Touré Taxi. Là, nous avons un jardin d'une 20aine d'arts et 6 immeubles, dont 2 immeubles en intérieur d'îlot, des petites maisons en intérieur d'îlot. Là, ils nous avaient demandé s'il y avait la possibilité dans le jardin de développer un potager et un poulailler commun. Et donc, effectivement, nous avons, avec eux, développé un projet, nous l'avons financé et il a été inauguré là, cette année. L'année d'avant, on avait acheté un barbecue et une table de ping-pong. Et donc, on essaie vraiment de favoriser le développement de projets communs, ce qui va fidéliser ces gens chez nous, ce qui est important aussi pour nous, mais ce qui va aussi leur permettre, même s'ils ne sont pas propriétaires des biens, de pouvoir en fait vraiment considérer le lieu dans lequel ils habitent avec éventuellement leur famille ou autre comme étant vraiment leur lieu chez eux. Voilà, en quelques mots, le projet Inclusio et comment nous voyons un petit peu l'évolution du logement et j'oserais dire l'évolution de nos villes, parce que nous pensons qu'avec l'évolution sociologique qui est en cours, nos villes vont devoir se réinventer. Et nous, ici, tous autour de la table, nous sommes là pour amener notre petite pierre à l'édifice et, je l'espère, réinventer tous ensemble nos villes. Voilà.